Dans les hautes vallées de l'intérieur de l'île, là où le minéral dispute l'espace à une végétation herbeuse fort dense, se trouvent les antiques estives des bergers d'antan, des pâturages naturels où les éleveurs conduisaient jadis leurs troupeaux durant l'été. Et si ce monde pastoral a aujourd'hui disparu, les histoires de ces bergers résonnent encore sur ces landes verdoyantes à l'abri des massifs montagneux. A notteva la serena, in stazza d'un mentiro, si discende la mia vena, di vive come un rimido bo. Dall'autunno al verano, monte fiuminale piano, monto le mie caprelle e il mio latte culato, l'acqua delle mie dinelle, pane e cacia giù mangiato, e ti seguono secolore, ripastiti li pastori. Bravo! Elle est vieille cette chanson. Ouais, c'est un lamento, moi. Un lamento di un pastore. Moi, j'aurais préféré chanter une padielle, mais comme il manque les deux autres voix, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Mais tu sais qu'à l'époque, toute la transmission de la culture se faisait oralement. Eh oui. Et toutes les histoires de bravoure ou toutes les peines de cœur et les bonheurs, et tout ça, ça se chantait. Et surtout, les gens n'oubliaient pas le passé. Ils revenaient inlassablement et ils vibraient au rythme du cœur des hommes. Eh oui. Et ces chants se chantaient a cappella. En fait, en Corse, tout était prétexte à confier ses tourments et ses bonheurs à une mélodie. Et en Corse, le chant se transmet de père en fils pour perpétuer l'antique tradition de la padielle. Et les bergers, en montagne, au détour d'un chemin, comme nous, ils s'arrêtaient, ils se mettaient en cercle et se mettaient à chanter « Questo voce montagnole ». Tu sais, quand j'étais petite, je me demandais mais pourquoi est-ce qu'ils mettent la main pour chanter comme ça, c'est trop bizarre. Eh bien c'est simple, comme il y a plusieurs chanteurs, 3 voire 4, on met la main pour ne pas écouter le chanteur. Et en même temps, tu as un retour naturel du son. Et là, ça te permet de varier ton volume en fonction des autres chanteurs. Et si tu enlèves la main sur l'oreille, tu vas entendre les autres chanteurs d'un peu plus près. Et là, tu risques d'aller dans le même sens qu'eux. C'est-à-dire que toi, il faut que tu t'en tiennes à ton son à toi. Chacun sa sonorité. Chacun sa sonorité. Donc tu as 3 voix. Déjà, tu as le basse, c'est le chant de la force, hein, le son grave, comme moi par exemple. Ensuite, tu as Azegonde. L'Azegonde, c'est le chanteur principal. C'est celui qui va entonner le chant, c'est la voix de la sagesse. Et ensuite, tu as la 3e voix, Aderse, qui, elle, c'est le chant de la beauté. Et c'est elle qui va amener les aigus. Donc ça va être la mélodie du chant. Questo voce montagnole spurgulate. C'est très joli, mais alors l'aigu, c'est pas trop ton domaine. Non, moi, c'est le basse. Mais là, c'était pour m'éclaircir la voix. Parce qu'après, on va chanter. Et toi, comme tu as une voix de seconde, c'est toi qui vas t'éclaircir la voix. Et après, tu vas débuter le chant. Oui, bon alors, je récapitule. Donc, c'est la seconde qui entame le chant, c'est le chanteur principal. Ouais. Ensuite, il y a Ubasu qui vient la soutenir, donc toi. Ouais. Et la 3e à entrer en jeu, c'est la terza, qui vient amener ses ornementations. Oui, qui va faire les riucades. Voilà, tu sais quoi, mon Polo? On va arrêter là le massacre. Parce que déjà, on n'est que 2, or il faut être 3, donc on va pas chanter la padielle. Ah, si tu veux pas chanter la padielle, ben moi je vais continuer au Molamente. Così lunghe le serate in montagna fumicosa, tanti sogni pensato che vanno verso la sposa. Tristamente ma tormento, cor accese e fuoco spento. C'est bien, hein? Tristamente ma tormento, cor accese e fuoco spento. Tristamente. Veramente, ha una voce di basso, La terza, c'est pas fait pour moi. Tristamente. Non, 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 plus d'aigu, plus d'aigu.
Dans ces massifs, au cœur de l'île, les champs des bergers se mêlaient autrefois à celui des brebis et des chèvres, qui paissaient par milliers sur ces verts pâturages et leur faisaient écho. Car la transhumance était une affaire de village, et c'étaient des familles entières qui réunissaient leurs troupeaux au début de l'été, pour gagner ensemble ces hautes vallées et peupler quelques hameaux temporaires dont les vestiges sont encore bien visibles dans le paysage. À voir tout le soin apporté à ces structures de pierre sèche, on devine aisément toute l'importance de ces hameaux saisonniers dans la société d'autrefois. Car ces bergeries de montagne étaient construites avec application pour durer dans le temps et résister aux hivers. Faudrait les refaire, ces bergeries. Bon, puis tu travail. Hein. Ah là oui. Et donc ça, c'était la maison du berger alors? Ouais, une des maisons, parce qu'il y en avait plusieurs de bergers, il y avait plusieurs petits habitats faits de pierre et aussi de bois, parce qu'on tressait les branches de bassettes pour faire des palissades, pour se protéger un petit peu du vent. Et là, cette pièce, ça devait être une chambre beluche, hein? Unique chambre pour toute la famille. Ouais. Les bergers étaient quand même très humbles, donc ils allaient vraiment à l'essentiel. Et oui, et comme ils montaient que quelques mois ici en estive, il fallait le strict minimum. Mais tu sais, au village, ils n'avaient pas plus. Hein. Et là, ils montaient avec leur famille, les femmes, les enfants. Ils en avaient plusieurs avant d'enfants. C'est vrai que c'était l'endroit idéal ici. Ouais. Mais c'était très important à l'époque d'avoir une grande famille. Eh. Parce qu'avoir plein d'enfants, c'était une force. Hein. Avant, il n'y avait pas de machine. Les machines, c'était les bras. Puis ils ne se faisaient pas prier pour aider les parents. Et puis en plus, le pasteur avait plusieurs tâches à réaliser. Et les enfants s'en occupaient aussi. Et tu es déjà là, mon petit pastorouche? Ouais. Je regarde l'ampleur des dégâts. C'est qu'elle est assez abîmée, cette tiochtre. L'enclos à brebis. Mais je vois pas pourquoi ils voulaient toujours enfermer les brebis. Que les brebis, elles font leur vie. Elles suivent le chef du troupeau, le castrade. Elles viennent dans la montagne sans besoin de personne. Ouais. Il n'y avait pas que des brebis. Il y avait aussi des chèvres. Et comme tu le sais, Les chèvres. la chèvre est indisciplinée. Alors, pour les avoir sur la main, pour les traire, eh bien, on les parquait dans la mandria pour les chèvres et dans la tchostra pour les brebis. Et aussi, lorsqu'il y avait des animaux blessés, pour les soigner, eh bien, il valait mieux les mettre dans la tchostra. Ou encore, les tout jeunes, les agnelles ou les cabrettes. Ou alors celles qui allaient mettre bas, pour qu'elles ne se fassent pas dévorer par les renards. Ouais. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. C'est qu'il n'y a pas de porte. Eh bien, la bergère, viens, mets tes aiguilles. Et aspetti, hein. Allez, et aux lampes. Quoi? On va parquer les moutons. Allez, pille, et une. Et après, inversement, pour les faire sortir, et c'est à toi. Allez, travaille. Allez, saute mouton. Allez, Bah. allez, et une. Bah. Et douille, allez. Allez, des fois, il y en a qui vont. Allez, lampe. Allez, lampe au gastrade. Ah, oh, il est gros. Attends. Bon. Et bye. Allez. Hop. E facevano così. Allez, mon polo, un petit effort. C'est trop haut. Bah, tu vois que ça passe. Ouais. Regarde comme c'est joli. C'est quand même très technique. Ouais. La technique de l'encorbellement. En fait, il superposait les pierres. Il les plaçait à peu près aux 2/3. Et ensuite, il continuait une sur l'autre, jusqu'au toit. Et sur le toit, il plaçait des grandes dalles plates. Et oui, puis regarde comme on est bien là, à l'intérieur. Tu ouvrais, quoi. Ouais. Ben, c'est là que les bergers déposaient les fromages dans leur cagile. Et la température ne devait pas dépasser les 12 degrés pour que le fromage soit bien conservé. Parce que là, le fromage affinait pendant 3 à 4 mois. Et oui, le matin, le berger, souvent, il venait contrôler, il tournait les fromages. Et voilà. Et à la fin de la saison, il redescendait au village avec tous ses petits trésors pour les vendre. Ouais.
Je me sens compressé. C'est ça. Dans quelques mois, chut, il est par terre. Voilà. Ne fais pas peur, hein? Là, si les pierres me tombent dessus, je me fais étouffer par le cagier. Même autre qu'étouffé. N'ayez pas peur, les amis. Ces structures en encorbellement sont très résistantes. Songez qu'elles ont près de 100 ans et résistent toujours aux intempéries, preuve que les bergers d'antan savaient construire des édifices solides. Et si les bergeries de ce hameau ont perdu leur toiture de branches, il se dégage de ces architectures à moitié effondrées un charme et une vraie émotion qui ne peuvent laisser Paul indifférent. Bon, Polo, qu'est-ce que tu fais comme ça? Je me mets dans la peau d'une brebis. J'attends que le berger arrive. Parce que c'est là, dans le comble, qu'on disposait les brebis. Une là, tout le long. On les mettait toutes dans le comble, et là, le berger arrivait. Hop, il se mettait à genoux, à dîner l'aiguille, et une. Et douille. Et trait. Et il n'arrêtait pas une. Et une fois la traite finie, il ouvrait la barrière. Allez, vire dans les vertes prairies de montagne. C'était assez astucieux quand même, hein? Ouais. Mais... Hop! Ces hautes vallées verdoyantes doivent leurs prairies à des lacs glaciaires et à des sources qui abreuvent la terre et sillonnent entre les massifs arides. D'octobre à juin, toute cette partie de l'île est recouverte de neige. Mais dès les beaux jours revenus, les berges de ces lacs et de ces rivières verdissent à nouveau, revêtant ces fonds de vallée d'une tendre pelouse hygrophile. C'est cette manne herbeuse que les bergers jadis venaient chercher pour nourrir leurs bêtes, fuyant un littoral grillé par les chaleurs estivales. Bon, on va mesurer le coup. Allez, tiens-toi droit, regarde devant. Mais pas si haut. Là. Oh, allez. 40. 40. Tour de cou 40, note. Moi, je mettrais 45. Tu sais, je ne vais pas boutonner la chemise jusqu'en haut du col, le dernier des boutons comme le cousin de Paris. Je veux que ça soit large. 45. Et on me dit toujours que j'aime beaucoup de taureaux. C'est élégant. Tiens, regarde. Tour de poitrine, tour de taille. Lève les bras. Oublie là. Hey, 95. Ah non, enfin, si tu rentres le ventre, ça marche pas. Hein. Après, la chemise, elle va être toute serrée, tant pis pour toi. Ah oui, quand même, ça change, là. Hey, 125 et demi. Mmh. 5 et demi, je mettrais 122 et demi. Parce que je compte perdre, hein, quand même. Tu comptes perdre. Ouais, enfin, ça, c'est ce qu'on dit toujours. Enfin, Paul, tu vas dire que toi, tu vas te passer de charcuterie et de pâté. Oui. Enfin, non. Hein. Alors, au lieu de 125 et demi, mais je vais mettre 130. Allez. De toute façon. Hein. Fais voir un peu. Ben, en tous les cas, le trousseau traditionnel d'homme est quand même beaucoup plus simple à réaliser que le trousseau traditionnel de la femme. Ouais, en même temps, c'est normal. Hein. Les femmes, à l'époque, elles étaient plus casanières, restaient plus souvent à la maison. On pourrait même dire qu'elles étaient sédentaires. Alors que les hommes, eux, ils étaient toujours nous imprigir. Les muletiers, les bergers, ils parcouraient de longues distances. Et bien sûr, ils faisaient beaucoup d'efforts physiques, ils travaillaient beaucoup. Et ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir avec eux
un tas de vestites dans les malles et avec plusieurs valises. En même temps, ça va me faciliter la tâche pour confectionner ton habit traditionnel. Et en plus, ça va bien aller avec mon stylet. Tu vois. Mhm. D'ailleurs, regarde. Là, d'abord, on a les vêtements du dessous. Ouais, la mutanda. Mhm. Dans un premier temps, on a le calzonetto. Oui, le calzonette, c'est vraiment ce qu'on voit pas. C'est en dessous, c'est une première peau, une sorte de pyjama. C'est un calzonetto. Après, on a un paio di calzette. Juste une paire de chaussettes. vache. Bon, enfin, il va falloir les laver. Hein. Ouais, mais tous les 4-5 jours, tu les prends, tu les laves dans la rivière, après tu les fais sécher, tu les remets. Ouais. Et pour finir, à gamige. La chemise du dessous. Et ensuite, on a les vêtements du dessus. I panni da dosso. Alors déjà, on a le pantalon. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas pris les mesures là du pantalon. Usa raghetto ou a zaraga. Après, on a le gilet. Le golpetto, d'urchino bleu, Mhm. Par-dessus, la veste. la vista. Et enfin, pour finir, la pièce maîtresse du costume. Au bilone. Eh oui, le par-dessus en poil de chèvre. Ouais. Et il ira bien avec mon styletto, ah oui. Tu vois, exactement comme j'ai dessiné. Ça, c'est le costume traditionnel du berger New Link des années 1850. Et ouais, il est beau ton dessin. Chose promise, chose due. Et tu vois, là, tu vois bien que les bergers d'autrefois, ils ne cherchaient pas à être élégants. Eux, ce qu'il leur fallait, c'était des vêtements qui leur permettaient de lutter contre la rudesse de la montagne. Comme par exemple le pylône, qui est considéré comme un bouclier de protection contre les éléments climatiques, la tempête, le vent, la pluie. Et pour moi, le pylône, ça reste un habit indestructible et inarrachable. C'est vrai qu'il fallait principalement choisir des matériaux très très solides. Oui. D'ailleurs, à l'époque, on utilisait beaucoup le velours d'Amiens, Mm. qu'ils appelaient aussi à bourrer, là. Fameux velours très très solide, il durait des années, des années. Mais bon, là, pour ta tenue, j'avoue qu'on n'a pas beaucoup de choix de textile, ou de broderie même. Tu vois, on va rajouter quelque chose sur ton dessin. Parce qu'à compter du XVIIIe siècle, les vestiges ils vont évoluer. Mhm. Ils vont changer, on va retrouver des garnitures, des ornementations que les bergers vont récupérer sur leurs costumes militaires. Ils vont récupérer des galons, parfois des boutons de manchette, et aussi des médailles, comme les médailles d'Archibabone. Tu sais, au village, j'ai un cadre comme ça avec plein de médailles de guerre. Et ainsi, le berger va se transformer en guerrier de tradition. Oh. Mais c'est vrai qu'à l'époque, d'un seul coup d'œil, on devait reconnaître qui était cet homme et d'où il venait. Ouais. En fait, c'était des sortes de légions d'honneur, comme des distinctions de bravoure. Et oui, la Légion d'honneur, les bergers partis au combat, ça c'était une distinction militaire. En attendant, regarde, il y a un élément qui trahissait la richesse d'un berger par rapport à un autre. C'était? Je sais pas, les ogabres et son troupeau, Ben non, rien à voir. ben, la qualité de son fromage. Mais non, regarde là. Les oscarpes. Bien sûr, Paul. Les bottes. Les bottes et les guêtres. Ça, c'est important. Où avais-je la tête? Et comme ça, tu me feras une belle paire de bottes avec un modiambali en peau de chèvre. Eh oui. Et en plus, tu peux rajouter les armes, hein, un movuji, le fusil et le stylet. Ah, je vais faire le stylet, ça va faire joli. Ça complète. Ouais, pas mal. Tu vois, Karine, là, tu me fais le plus beau des cadeaux. Ah ben, j'en suis ravie, mon Polo. Et à travers ce dessin, ben, je m'imagine revenir ici, sur ces terres du Nioul, aux yeux de tous, comme Bilone et mon vestido. Et ils diront tous, Paul, tu es le plus beau des pastors. Il te faudra quand même 4 ou 5 chèvres, non? On en prendra 1 millier. Et des brebis, parce qu'elles sont plus dociles. Mais plutôt 97 ans. Ne t'inquiète pas, Paul. La mode était alors aux habits amples, car il fallait surtout être à l'aise pour grimper ces chemins escarpés, courir derrière les bêtes, sauter de roche en rocher. Certes, le berger attachait une vraie importance à son apparence, aimant les beaux tissus et les décorations, mais
il aimait surtout les vêtements robustes et confortables, devant garder sur lui des jours durant les mêmes tenues. Et c'est dans la rivière qu'il décrottait ses habits, aussi souvent que possible, soucieux de son allure. Car en ce temps-là, les bergers jouissaient d'un véritable statut dans la société, étant en quelque sorte les gentilshommes de la montagne. Ma dites-moi pas que c'est pas possible. Et maintenant, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre froid. Les signes d'eau sont sensibles et émotifs. C'est vrai. Hein. Ils sont généralement généreux. Ouais, c'est vrai, parce que moi je donne toujours tout. Et font preuve d'une grande empathie. Leur sensibilité est telle qu'ils ressentent des choses que les autres ne peuvent ressentir. C'est vrai. Moi, l'eau me parle. Les sources de créativité chez les signes d'eau sont inépuisables. Eh bien, effectivement, parce que moi, j'ai plein de choses dans la tête, et souvent, quasiment tout le temps, quand je rêve, eh bien, ces rêves se réalisent le lendemain. Tu as rêvé de quoi cette nuit? Cette nuit, j'ai rêvé que je lisais un livre de couleur marron, tiens. Bah oui. J'étais dans la rivière, une vasque comme celle-ci, Ben voyons. et je crois même qu'il y avait un rocher sur ma droite avec des lichens. C'est l'endroit exact. Eh oui. Tu vois. Et on a tous, avec mes amis signes d'eau, l'influence de plusieurs astres. Et moi, Cancer, ascendant Cancer, je suis gouverné par la Lune. Ce qui fait de moi un être avec une imagination débordante. Ça alors? Une imagination inépuisable. Si bien que mes amis m'appellent The King of the Moon. Et ça, je vais barboter. Je vais m'allonger dans l'eau. Ah. Ah tiens, les Gémeaux. Bon alors, moi par contre, je ne suis pas sous l'influence de la Lune, mais de Mercure. Ce qui fait de moi un signe d'air. À l'inverse de toi qui veux tout cacher. Mercure, figure-toi qu'elle symbolise aussi l'écriture et l'enseignement. Oh, you teacher. Mais pas que. Certes, les Gémeaux sont très bavards, mais aussi intelligents et généralement physiquement très beaux. Eh, moi aussi, hein, quand même, je suis beau. Hein. Et on a la chance de dégager une jeunesse éternelle. Pas mal. Mais tu n'es pas un signe d'eau. Non. Hein. Et moi, en tant que maître de l'eau, je détiens aussi la jeunesse éternelle. Et en plus de toi, je détiens aussi la sagesse. Et quand tu barbotes et que tu te baignes dans une eau inférieure à 4 degrés, parce qu'elle est coudrade, elle est vraiment gelée, et là tu actives les propriétés magnétiques de ce liquide universel. Et tu te ressources. Ah tiens, les défauts du Cancer. Oh, alors ça, il ne faut pas les lire, ça sert vraiment à rien. Hein. Tiens donc, le Cancer est lunatique. Bon, là, je vais changer de vasque parce que là, je ne la supporte plus. Je vais en trouver une grande avec une petite cascade. Le Cancer peut être aussi assez immature. Et il est très capricieux. Bon, rends-moi ce livre-là, allez, allez, allez. Et en plus, ça c'est mon journal intime, mon carnet secret, là. Non, 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 non. Toutes les caractéristiques du Cancer, hein. J'espère qu'elle a pas lu la dernière page. Ah, l'astrologie et les mystères de la vie. On se sent vraiment petit dans cet univers grandiose, face à la puissance de ces montagnes. Vous voyez, les amis, comme on ressent ici plus qu'ailleurs
l'humilité de ne pouvoir commander les éléments et d'être totalement sous l'emprise de puissances qui dépassent notre entendement. C'est tout l'univers du berger qui s'ouvre ainsi à vos consciences. Un berger résolument attaché à la nature qu'il arpente, éprouvant reconnaissance et dévotion, et cherchant toujours à s'y fondre pour mieux la respecter. Car dans ces montagnes austères, l'homme n'est qu'un voyageur, éphémère. Dans les montagnes insulaires, légendes et superstitions ne sont jamais très loin. Elles s'inspirent de la forme des rochers ou des arbres et se déclinent tantôt en contes charmants, peuplés d'animaux, de lutins, de fées, tantôt en récits plus lugubres, faisant écho aux vieilles pierres et aux arbres calcinés. Mais toujours l'univers montagnard s'accompagne d'un double fantasmagorique, alimentant les peurs et les croyances des bergers d'antan. Et c'est au coin du feu, les soirs de veillée, que se perpétuaient les légendes et se nouaient les traditions. Car pour ces gens proches de la nature et soumis aux aléas de ces éléments, la moindre étrangeté constituait un signe dont il fallait se méfier. Tonton, porta-mi fortune, hein, protège-moi de tous les dangers. Comme tu le fais d'habitude. Hein. Tu te souviens de la fin de la zone, quand il y a eu la grosse tempête, là tu m'as trouvé un abri. Tu m'as sauvé la vie. Hein. Et après, tu le fais comme tu as fait à Padoue avec les fidèles. Et moi, parce qu'elle arrive à me demander où est le chemin. Donc, comme je ne le connais pas, il va falloir que tu m'aides à le trouver. Je compte sur toi. Hein. Tu vas te confiance. Alors voilà. C'est pas les minces affaires. Hein. Je t'ai vu. Pardon. Qu'est-ce que tu caches dans ta corne? Bien. Je suis sûre que c'est un ex-voto, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un ex-voto? Ah, ça. Regarde. Oh, comme elle est jolie. Ça, c'est la statuette en argent de Saint-Antoine de Padoue. Mais ça ne te regarde pas, parce que c'est une affaire entre Saint-Antoine de Padoue et moi. Rosa Toto, pardonne-la, hein, elle ne voulait pas t'offenser. Hein. Fais le bisou à Saint-Antoine. Je suis sûre que c'est une histoire de superstition, ça. Mais non, là, il n'y a rien de superstitieux. Ah oui. Alors pourquoi Saint-Antoine de Padoue? Ben, tout simplement parce que Saint-Antoine de Padoue est un des saints patrons des bergers corses. Saint-Antoine de Padoue. Eh oui. Je connais très bien la vie de ce saint. Mais alors par contre, je ne savais pas qu'il était considéré comme le saint patron des bergers. Eh oui, depuis longtemps, depuis le XIVe siècle, peut-être avant. Et sais-tu pourquoi? Alors, si on retrace son histoire, je sais qu'il est né à Lisbonne, qu'il était franciscain et qu'il attirait les foules à son époque. Et d'ailleurs, le pape Grégoire IX l'appréciait beaucoup et l'avait envoyé prêcher dans le sud de la France et en Italie. Et il est mort à Padoue, dans la République de Venise, après une prêche interminable devant des milliers de fidèles. Et ensuite, le pape Grégoire IX l'a fait canoniser, enfin l'année suivante, et lui a fait construire une immense basilique en plein cœur de Padoue. T'amènes ta basilique. Mais alors par contre, je vois pas très bien le lien avec la Corse. Parce que pour moi, Saint-Antoine de Padoue, c'est celui qu'on invoque lorsqu'on a perdu un objet. Eh oui, lorsque tu perds quelque chose, tu invoques Saint-Antoine de Padoue, et là, eh ben, il va te permettre de retrouver ton objet perdu. Ben oui. Mais pas que, il peut t'aider aussi à retrouver quelque chose. Mais tu sais que Saint-Antoine de Padoue n'est jamais arrivé en Corse. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est considéré comme le patron des bergers corses? Lui, il était présent en Méditerranée, surtout en Italie, et en Toscane et en Émilie-Romagne. C'est un franciscain, et les franciscains avaient adoré les prêches de Saint-Antoine de Padoue. Il avait dans le cœur. Et ce sont les franciscains qui partent de la Toscane et qui viennent en Corse pour porter à la fois la parole de Saint-Antoine de Padoue et la parole du Seigneur. Et à cette époque, on est au XIIIe siècle, et là, la Corse, comme tu le sais, il y a eu un petit peu des occupations, des invasions de Maures, qui ont fait que la population se détourne un peu du Seigneur. Et les franciscains vont venir en Corse pour évangéliser les gens qui sont dans des endroits retirés, comme ici dans le Niolo. Et c'est à partir de cet instant que les franciscains vont arriver dans les montagnes, vont répandre la parole de Saint-Antoine,
Et là, ils vont rencontrer les bergers. Les bergers vont adopter Saint-Antoine de Padoue afin d'être protégés dans les montagnes et en estive. Et c'est ainsi qu'ils possèdent tous dans leur poche où ils mettent une statuette dans la corne afin que la statuette soit protégée pour les aider à vivre dans les montagnes sans danger. Moi aussi, j'aimerais bien une petite statuette de Saint-Antoine de Padoue. Ouais, toi, tu vas prendre la corne. Voilà. Et moi, la petite statuette. Mais tu es belle comme ça, on dirait tout le castrado. Merci. Castrado de Niolo. Tu sais, le castrado, c'était ou le bélier ou le bouc qui conduisait le troupeau en transhumance, tout seul. Je sais. Alors, les bergers avaient leur statuette dans leur poche ou dans leur corne, mais aussi attachaient une corne autour du cou du castrado et mettaient une statuette à l'intérieur. Ainsi, les troupeaux étaient protégés des dangers de la montagne. Bon, et maintenant, on va où? D'où on démonte pas. Ça va être quelque part par là. Karine, on n'a qu'à laisser guider nos pas par l'esprit de Saint-Antoine. Hein. C'est par là, allez. J'aurais quand même préféré la petite statuette. Allez Karine, Saint-Antoine nous guide. Et toi, qu'est-ce que ça donne Je sais pas, moi, c'est juste une corne. Ouais, mais bon, d'abord tu apprends avec la corne et après on verra. Hein. Ouais, mais bon, j'aurais préféré quand même la statuette. Tu as bien raison, Paul, de te fier à Saint-Antoine, car il est le grand patron des bergers du Niolo. Et jadis, les villageois de la région attendaient de fêter le Saint-Homme, le 13 juin, pour monter aux estives, croyant fermement que partir avant cette date leur serait fatal. Il faut toutefois savoir que chaque région de Corse vénérait ses propres saints, notamment Saint Pancrace ou Saint Martin, eux aussi considérés comme les patrons des bergers de l'île, sans oublier bien entendu la grande dévotion des villageois pour la Sainte Vierge, la sainte patronne de la Corse. En réalité, les bergers corses ne s'aventuraient jamais seuls dans les montagnes, emportant avec eux les multiples objets de leurs croyances. T'as vu tous ces gros rochers? Ah oui, là on a de beaux spécimens. Hein. On dirait d'énormes boules de rhyolite qui ont roulé jusqu'ici. Ah ouais. Et regarde celui-là, il est énorme. Ça c'est le Poudingue, le bloc géant qui forme la fameuse grotte des anges. Il est gigantesque ce rocher. Cette grotte, ici servait de refuge aux bergers qui transitaient par ici. De plus, combien de fois je suis venu là pour me protéger lors des tempêtes, lorsque l'orage grondait, parfois même pour faire la sieste. Hein. Ah bah oui. Cette grotte m'inspire. Waouh! Se l'usine scorso maggio sarà più d'una settimana appronta o gabraio a lasciare piaghe calmana che davanti al tuo viaggio dopo ionto i bertiana. Comme elle est belle cette chanson. En fait, elle raconte la traversée de la montagne corse jusqu'au Niol. Oui, c'est le gardien de chèvre, ou bachtor, qui se prépare à transhumer. Alors, il y a les fortes chaleurs qui arrivent en début d'été. Alors, il faut quitter la plaine pour rejoindre la montagne. Et cette chanson, à Montagnire, elle retrace un petit peu le parcours du berger avec son troupeau, depuis le Falazorme jusqu'au Niol, et le chemin inverse à la fin des estives. Et moi, ce que je rajoute à cette magnifique chanson, c'est un son mélodieux à partir
de ma pivana. Comme elle est belle. Elle est magnifique. Bonne. Mais je crois qu'on en fabrique toujours de nos jours. Hein. Enfin, ça se perd. Autrefois, des pives, peut-être qu'elles ne portaient pas le même nom dans les différents endroits de Méditerranée, mais on en trouvait souvent. Donc il y en avait surtout sur les îles, en Sardaigne par exemple, en Sicile, et aussi, me semble, en Provence. Et je crois que la Corse, aujourd'hui, reste le seul endroit où on fabrique des pives. C'est une flûte qui est quand même très difficile à réaliser. Parce que déjà, il faut trouver la corne. Si on la prend trop friable ou trop fine, alors quand on fait les trous, elle risque de se casser. Ouais. Alors trouver les cornes, c'est pas facile, on n'en trouve pas comme ça. Ensuite, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit bien dure. Et à partir de la corne, eh ben, on va enlever des bouts, les extrémités. La pointe de la corne, on ne la garde pas, on va tailler. On va tailler à l'endroit le plus large une coupe en biseau et l'endroit le plus resserré une coupe droite. Et ensuite, on va réaliser les premiers trous. Alors, tu vas avoir un trou à l'extrémité. Et à l'extrémité la plus large, tu vas faire, avec un outil particulier, ce qu'on appelle le portiluccio, tu vois. Là, c'est un trou carré. Donc ça, il ne faut pas se louper, c'est un travail très minutieux. Ensuite, tu as la partie ouverte, où tu as de l'air qui rentre. Et là, il faut la boucher, avec du liège en général, et laisser juste un petit trou pour que l'air passe, comme ça, tu auras le son de la corne. Et à partir du portiluccio, le premier trou, tu vas reporter 2 cm et demi, 3, et là, avec un outil très pointu, tu vas attaquer le premier trou de la flûte. Et une fois que tu auras le premier trou réalisé, tu vas faire les 5 autres trous. Il faut que ça soit vraiment rectiligne sur le prolongement de la pive. Et en fonction de la taille des pives, tu vas ajuster tes trous. Et ici, dans cette pive-là, tu as 1 cm d'espacement à chaque trou. Alors, comme dans une flûte en bois, j'imagine que la taille des trous est très importante. Et oui, c'est important. En fait, sur celle-ci, tu as à peu près, on va dire, entre 12 mm et 24 mm, les trous qui sont complètement différents. Et c'est en réalisant ces trous que tu vas ajuster le son de ta pive. Tu t'en sers comme d'une flûte à bec, en fait. Ah oui, régulièrement. Hein. Et c'est vrai que, comme je te disais, chaque pive a son propre son. C'est-à-dire que même si tu en trouves une autre, comme celle-ci, elle est en corne de chèvre, l'autre, elle va être aussi en corne de chèvre, elle ne va pas sonner pareil. Tu peux utiliser la corne de bélier, tu vas avoir un autre son. Et la corne de bouc, par exemple, elle va donner un son plus grave, tu vois, une sorte de son en basse. On peut trouver aussi des flûtes en roseau. Hein. Et oui, la fameuse piroula que les bergers avaient aussi dans leur pactage, parce qu'ils utilisaient la pivana et aussi la piroula. Et la piroula, elle sonnait, on va dire, un son plus léger, plus aigu. Et après, il y avait d'autres instruments. Ils fabriquaient une sorte de flûte avec du bois de buis et de figuier sauvage. Et cet instrument, il s'appelait la chalamela. Et là, ça avait un son, on va dire, plus, tu sais, nasillard, tu vois. Et donc, ils avaient avec eux 3 instruments avant qui étaient complémentaires. Et aujourd'hui, ça se perd. C'est comme un peu la guitare aujourd'hui qui remplace la cithara, le luth. Mais c'est un son mélodieux et extraordinaire. Tu me joues quelque chose? Allez. Mais ma pauvre Karine, quel supplice! N'as-tu donc point d'oreille, Paul? Il faut un peu de pratique, hein. Il faudra accorder tout ça. Tu ne fais ni honneur à la pivana, ni à la fameuse oreille musicale des bergers corses du XVIIIe ou XIXe siècle. Car loin d'être des rustres incultes, ils étaient souvent réputés pour leur maîtrise de la musique et de la belle poésie. D'ailleurs, les premiers explorateurs de cette Corse sauvage ont souvent témoigné de leur grande surprise à rencontrer dans ces montagnes reculées des bergers capables de réciter par cœur des chants entiers de Dante, du Tasse ou de l'Arioste, et de parler terre sec à Trinçonnet, connaissant mieux la prosodie que bien des bacheliers. Mais cela n'est guère surprenant en réalité.
car il faut se rappeler que cette Corse-là avait su éclairer l'Europe au temps de Pascal Paoli, proposant la première, une alternative sérieuse à la monarchie absolue. Tu sais, Karine, on dit chez nous que le couteau est un outil à tout faire. Ah ben je vois ça, oui. Merci. En plus, ça tombe très bien parce que j'avais oublié mon taille-crayon. Ouais. Du fer, du bois, de la corde de chèvre suffit pour faire un couteau. Tout ce que tu trouves dans la nature. Et en Corse, on a plusieurs formes de couteaux. Le couteau avec la lame plate, tout plat, à gultel, et à ferment, au gultello timperino. Tu vois, comme celui-ci qui a nécessité un certain nombre d'heures de travail. C'est vrai que les couteaux n'ont cessé d'évoluer au fil du temps. Bon, en fait, ils se sont tout simplement adaptés en fonction des besoins de ceux qui les utilisaient. Eh oui, on a toujours fait des couteaux en Corse, mais pour faire un couteau, il faut du fer. Et donc, à compter des années 1500-1510, on s'organise, on exploite les mines de fer en Corse, notamment celle de Farinol, où là on fait de l'extraction, où on a un fer très fin et très doux, de qualité, qu'on forge à froid ou à chaud, et qu'on peut même percer sans que le fer se gerce. Donc, ce qui fait que c'est un fer très dur qui va donner un acier de qualité. Fais voir un peu. Me dis, c'est qu'elle est très belle cette lame. Et comment? Alors ça, c'est la technique de Damas, du nom de la ville syrienne d'où vient ce métal de l'Antiquité. Et là, le but, en fait, c'était de faire une lame très très fine, en la pliant et en l'étirant. Bon, pour résumer, tu prends ta lame, tu la chauffes, la lame bien rouge. Ensuite, il faut la marteler, la plier. Après, tu peux rajouter de la silice entre les deux couches pour bien souder le tout. Et ensuite, il faut plier, replier. C'est comme des feuilles. C'est des successions de pliages. Et toujours par 2. 2, 4, 8, 16, 32, 100, 1000. Et à mon avis, même 2000 couches pour celui-ci. Et moi, j'aime bien celui-ci, tu vois, avec une lame particulière qu'on appelle la lame habitude, tu vois. Comme le pet ou la poitrine, tu la gonfles. Et au milieu, ce qu'il y a ici, c'est une petite encoche, l'insec, qui permettait aux bergers d'effiler les joncs, tu sais, qui servaient à fabriquer les formats fromage, les fatognes, les cajailles. C'est pas mal, hein? Alors tu vois, autant je les trouve vraiment très jolis, ces couteaux de berger, mais en général, toutes les armes blanches comme ça, moi, ça me glace. Ouah, l'arme blanche, le stylet, tout. C'était l'arme de défense, hein, tous les Corses en avaient. Hein. Et d'ailleurs, les voyageurs qui arrivaient en Corse, ils nous représentaient avec le stylet, tout comme ça. Et moi, j'en possède un depuis la nuit des temps. Oh, tu as même amené ça. Eh. Moi, je vais te dire, après tout, ça se comprend. Parce que les Corses ont vécu en temps de guerre pendant des siècles et la vendette a été permanente. Donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas concevoir l'habit traditionnel sans le port d'au moins une arme. Moi, je l'emporte toujours avec moi. Et je ne saurais pas te dire depuis quand on utilise le stiletto en Corse, si ce n'est que le stiletto est représenté à la préhistoire sur les statues menhirs, notamment celle de Philitose et de Caoria, l'ancêtre du stiletto probablement. Et ensuite, eh ben, les stilettos évoluent, et là on l'utilise. Chaque Corse en possède un. Et oui, parce que le stiletto, il servait à transpercer la côte de maille, voire le pylône des bergers qui n'arrêtaient pas de se chamailler, de se disputer. Alors, la fonction principale du stiletto, c'est pas de couper, mais de piquer, di bulza. Donc, tu arrivais, tu pulsais comme ça les entrailles de ton ennemi, et là, il y a l'hémorragie, et l'hémorragie va entraîner la mort de celui qui a pris le coup du stiletto. C'était incroyable. Tiens, regarde comme c'est joli. Ça, je connais Thomas. Tu ferais mieux de me dessiner à moi avec le stylet tout comme ça, tu vois. Mais je peux pas, tu n'as pas l'habit traditionnel. Ouais, mais c'est vrai qu'avec le vestis tout comme ça, ou stylet tourné à jean, tu vois, rouge comme ça, là j'aurais fait rallure, hein, je pense. C'est une très bonne idée, ça.
Certains racontent que le stylet tire sa forme des pics effilés de la montagne insulaire. C'est une légende, bien sûr, car ce couteau très pointu n'est qu'une variante de la dague, une arme de combat dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Plusieurs exemplaires en silex ont d'ailleurs été trouvés, preuve que la dague existait bien avant l'invention du métal. Quant à l'origine du stylet corse, les historiens la supposent datée du tout début du XVIe siècle, une époque où l'île est plongée dans une insécurité quasi permanente, à la fois victime des razzias barbaresques et des carences d'un pouvoir judiciaire génois totalement défaillant. Il fallait alors savoir se battre pour survivre, défendre sa maison, ses biens et ses enfants. Un, 2, 3, 4 et 5. Bon, c'est vrai qu'on voit bien la courbure du dos, mais bon, la lecture n'est pas non plus évidente. Ah, tu vois bien qu'il y a 5 moines en bure fuyant les troupes pontificales, c'est clair. Oui, c'est clair, mais bon, il faut être initié quand même. Et d'après la légende, le dernier, le 5e, serait Frate Polo, un ancêtre. Bon, si on reprenait l'histoire depuis le début. Alors, au tout début, on est en 1348. On a en Corse une congrégation de franciscains qui va naître. Et ces franciscains s'appellent les Giovanali. Et eux vont mettre en place leurs propres règles monastiques et ne vont reconnaître que l'évangile selon saint Jean. Oui, et l'initiateur, c'était Giovanni Martini. D'où le nom des Giovanali. Alors lui, il prônait l'égalité homme-femme et la mise en commun de tous les biens. Ah, ça, c'était pas mal à l'époque. Bah oui, mais bon, pas pour l'évêque d'Aléria. Hein. Parce que lui, alors, il voyait ça d'un très mauvais œil. Il voyait cette petite communauté grossir et prendre de plus en plus sur ses terres. Et en plus, comme tu le sais, une règle monastique, pour qu'elle soit mise en vigueur, bien, il faut qu'elle soit autorisée par le pape. Eh oui. Et là, ben, ce n'était pas le cas. Eh oui, parce que les Giovanali, ils n'avaient rien demandé à l'autorité, donc ils ont été considérés comme hérétiques. Et c'est là qu'est intervenu le pape Urbain V. Il a levé une armée pontificale et il a lancé une sainte croisade sur cette pauvre communauté. Ouais. I cristiani a tomba, i cristiani, ci vouli a puli, des chrétiens qui vont tuer les chrétiens. Mais à l'époque, il fallait tout nettoyer. Et ils ont été persécutés jusqu'au dernier à Lesagne. Enfin, jusqu'au dernier. Ouais. Mais en même temps, tu as eu 5 moines, frati Giovanali, qui ont eu de la chance. Ils ont réussi à partir, à s'enfuir, à prendre la direction des montagnes. Ils sont arrivés ici dans le Niolo, lors de leur fuite, et ils ont été aidés par les bergers niolins pour rejoindre ensuite Ghisogne. Mais malheureusement, à Ghisogne, eh ben, ils ont été tous abattus. Et ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est qu'on a mis les corps sur les bûchers et là, on a allumé le feu. Ça, alors c'était un spectacle terrible. Et devant tout ça, les paroissiens se sont tous mis ensemble et ils ont chanté le Kyrie eleison et le Christ eleison. Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié. Et ce chant a résonné dans toutes les montagnes. Kyrie eleison, Christe eleison. Et donc le rapport avec les Cinque Frati? L'histoire continue, le feu est en flamme. Et là, de ce feu jaillissent 5 belles colombes qui vont s'envoler sur la montagne de Ghisogne. Et ces montagnes, aujourd'hui, prennent le nom de Kyrie et du Christ eleison. Ensuite, elles vont prendre la direction du nord, direction le Niolo. Et là, elles vont arriver ici, se poser et disparaître à jamais. Et la légende veut que ces 5 colombes sont les âmes de ces 5 frati Giovanali martyrisés qui protègent les terres d'union. C'est beau. Se colombe so passate, non to giro di Ghisoni, e so giunto qui Nioli, si so appulate qui, Monte Guerce da Ludo nome, oggi sarà i 5 frati. Voilà, mes amis, une belle aventure qui se termine en chanson, a cappella, selon une antique tradition pastorale. C'est d'ailleurs aujourd'hui
à travers ces champs que survit la mémoire de ces bergers corses des siècles passés. Des chants qui racontent leur joie et leur peine, le dur labeur quotidien, mais aussi l'allégresse de vivre libre au rythme de la nature, en connexion avec la terre, l'air, le vent et cette belle végétation sauvage qui épouse les contreforts de l'île. Des chants qui racontent aussi les peurs et les croyances de ces bergers disparus, habillant leur univers de mythes et de superstitions, où les curiosités géologiques possèdent toutes leurs propres légendes et où les sommets arides prennent la forme d'entités surnaturelles, dessinant les contours d'un monde céleste, protecteur de l'île devant l'éternité.